Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, sommet extraordinaire de la SADC, les pays d'Afrique australe mettent fin au mandat de leur mission militaire dans l'est de la RDC, une décision qui intervient quelques jours avant les négociations annoncées par l'Angola entre les différentes parties au conflit. La médiation angolaise continue sa démarche de mettre sur la même table les M23 et le gouvernement congolais. Une date a même été avancée. Ce sera ce 18 mars que les deux délégations vont se rencontrer. Dialogue pour quelle issue et sur quelle matière? On en parle dans ce journal. La France tape du poing sur la table. Plus de nouveaux projets d'aide au développement pour le Rwanda. Malgré cela, de voix se lèvent pour crier à l'insuffisance des initiatives prises par la France dans le conflit RDC-Rwanda. Nouveau journal sur Télé 50. Merci de votre fidélité. Dans l'actualité, les chefs d'État des gouvernements de la communauté de développement d'Afrique australe s'y sont réunis ce jeudi en sommet extraordinaire virtuel sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Dans le communiqué final lu par les secrétaires exécutifs, le sommet a mis fin au mandat de la SAMI DRC et ordonné le début d'un retrait progressif de ses troupes. Le président congolais Félix Tshisekedi a pris part à ces travaux par visioconférence. Le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté de développement d'Afrique australe SADC s'est tenu ce jeudi pour traiter de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Cette réunion a rassemblé des leaders de plusieurs pays, dont le Zimbabwe, le Botswana et le Mozambique. Le sommet a mis l'accent sur la nécessité d'une approche coordonnée pour le retrait des troupes de la SADC, SAMI DRC, présentes en République démocratique du Congo. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI RDC de la République démocratique du Congo. Les dirigeants ont souligné que ce retrait doit être planifié soigneusement afin d'éviter toute instabilité et de garantir la protection des populations civiles. Les participants ont également discuté des besoins humanitaires pressants en RDC. Le sommet a appelé la communauté internationale, y compris l'Union africaine et les Nations unies, à intensifier leur soutien pour répondre aux crises humanitaires en cours. Un point crucial abordé a été la protection des civils. Les chefs d'État ont souligné l'importance de respecter les principes humanitaires et de veiller à la sécurité des groupes vulnérables dans la région. Le sommet a réaffirmé l'engagement des pays membres à soutenir la paix et la stabilité en République démocratique du Congo, même après le retrait de leurs troupes. Les dirigeants ont exprimé leur gratitude envers tous ceux qui ont contribué aux efforts de stabilisation dans la région. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui a pris part active à ces travaux, a salué l'initiative du président angolais João Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dernier à Luanda une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et de Nairobi. Cette démarche qu'il assume pleinement et avec détermination témoigne de la volonté de l'Angola d'accompagner notre région vers une sortie de crise. Il est crucial que les décisions prises à cette occasion se traduisent rapidement en actions concrètes sur le terrain, a déclaré le président de la RDC. Et après avoir annoncé le début des négociations directes entre la délégation congolaise et la délégation du M23, la médiation angolaise a annoncé mercredi la date du 18 mars pour les débuts des discussions à Luanda. Kinshasa avait dit prendre acte de la démarche de l'Angola tout en reposant sur la résolution 2773. Le dialogue, oui, mais pour quelle issue et sur quelle matière? Jean-David Kilolo a essayé d'y réfléchir. Les négociations directes prévues entre Kinshasa et l'M23 à Luanda à partir du 18 mars 2025
sous la médiation angolaise n'ont pas encore des programmes détaillés officiellement. Cependant, en se basant sur les déclarations des parties impliquées, les contextes précédents des processus de paix, comme ceux de Nairobi et Luanda, et les revendications historiques du M23, plusieurs matières clés devraient être débattues. Voici quelques-unes. Premièrement, les cessez-le-feu et des escalades militaires. Un point prioritaire sera probablement l'établissement ou le renforcement d'un cessez-le-feu effectif, bien que des accords comme celui du 4 août 2024 entre Kinshasa et Kigali aient été signés. Ils n'ont pas été respectés sur le terrain. L'M23 pourrait exiger des garanties sur les retraits des forces congolaises FARDC ou des milices alliées comme FDLR, des zones qu'ils contrôlent, tandis que Kinshasa pourrait demander le retrait du M23 des territoires occupés, notamment autour des Goma et du Sud Kivu. Cause profonde du conflit. L'M23 souvent justifie sa rébellion par des griefs liés à la marginalisation des Tutsis congolais et au non-respect des accords de paix antérieurs, notamment celui de 2009, que prévoyait leur intégration dans l'armée et l'administration. Ces questions incluant la protection des droits des communautés rwandophones devraient être abordées. Kinshasa pourrait contrer en accusant l'M23 d'être une marionnette du Rwanda, ce qui mènerait à des débats sur l'ingérence régionale. Troisièmement, le retour des réfugiés et déplacés. Avec des centaines de milliers de personnes déplacées par les combats, plus d'1 million rien qu'au Nord Kivu, selon les estimations récentes, la question du retour sécurisé des populations sera cruciale. Cela inclut les réfugiés Tutsis congolais vivant au Rwanda ou en Ouganda, dont les M23 revendiquent la défense. Quatrièmement, l'intégration politique et militaire. Historiquement, les M23 exige des postes dans l'armée et les gouvernements pour ses membres en échange de la paix. Kinshasa pourrait être réticente à offrir une telle amnistie ou intégration vu sa position de qualifier l'M23 du groupe terroriste. Une solution intermédiaire comme une démobilisation partielle sous supervision internationale pourrait être explorée. Le rôle du Rwanda. Bien que ces négociations soient directes entre Kinshasa et l'M23, la question du soutien présumé du M23 par le Rwanda, démenti par Kigali, mais documenté par l'ONU, risque de dominer les discussions. Kinshasa pourrait insister sur des garanties que Kigali cesse toute implication, tandis que l'M23 pourrait minimiser ses points pour se présenter comme un acteur autonome. L'exploitation des ressources et contrôle territorial serait aussi abordé. L'Est de la RDC est riche en minerais, or, coltan, cobalt, pour ne citer que cela. Et le contrôle de ces ressources est un enjeu sous-jacent. Les négociations pourraient inclure les discussions sur la gestion des territoires occupés par l'M23 et leur restitution à l'État congolais, potentiellement en échange des concessions économiques ou administratives. Septièmement, mécanisme de suivi et garantie internationale. Pour qu'un accord tienne, les deux parties pourraient débattre de la mise en place d'un mécanisme de suivi impliquant l'Union africaine, les Nations unies ou la communauté de l'Afrique de l'Est, l'EAC. Cela inclurait des garanties contre des reprises d'hostilité. Ces sujets ne sont pas exhaustifs et dépendront de l'évolution des positions. Le communiqué angolais du 11 mars 2025 mettait l'accent sur une paix effective, suggérant une approche globale, mais les divergences profondes. Kinshasa, voyant les M23 comme illégitimes et les M23 réclamant une reconnaissance de ses griefs, pourraient limiter les débats à des mesures immédiates comme un cessez-le-feu, laissant les questions structurelles en suspense. Mais les débats risquent de devenir encore très longs, laissant planer sur une issue heureuse pour tous les Congolais. La résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies ayant pointé le Rwanda comme pays agresseur de la RDC peine toujours à être appliquée alors que la crise sécuritaire s'enlise dans le pays. Pour Jean-Paul Lumbulumbu, notable du Nord Kivu, toute solution proposée à la crise dans l'Est, dont les ambitions s'éloignent de l'objectif de la résolution 2773, sera vouée à l'échec. Sur les régionales, il estime que toute piste qui impliquerait l'EAC conduira le pays à la ruine. Il a été joint au téléphone par Christian Kalonji. Que toutes les solutions qui seront proposées doivent tenir compte des imperfections
des solutions qui avaient été proposées à l'occasion des crises sécuritaires qui sont passées. La résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'il faut saluer, elle démontre d'abord l'implication active de la communauté internationale pour la résolution de la crise de manière pacifique à l'est de la République démocratique du Congo. C'est autant dire que toutes les propositions de solutions qui s'écarteront des ambitions affichées par la résolution 2773 sera vouée à l'échec. Mais aussi au niveau régional ou au niveau sous-régional. Le problème se trouve être l'appui de l'armée rwandaise à la rébellion. Alors, à mon humble avis, toute solution également qui impliquera les Rwandais, que les Rwandais se cachent dans l'EAC ou bien dans toute autre organisation, cette solution-là amènera les pays à la ruine. Parce qu'au niveau des discussions, les Rwandais continuera à afficher ses ambitions au sein de l'organisation, par exemple, comme l'EAC. Là, vous comprenez que je suis en train de parler du processus de Nairobi. Contrairement au processus de Luanda, lui, qui semble avoir une certaine crédibilité, nous suggérons donc aux autorités gouvernementales de tenir compte non seulement des échecs et des faiblesses qui ont été proposés pour trouver une solution à l'occasion des crises passées, mais également de tenir compte du fait que toute solution proposée à la RD Congo, sur la table où se trouve l'EAC étant une organisation fabriquée par le Rwanda, la RD Congo ne sera conduite qu'à la ruine parce que là, les Rwandais vont afficher davantage ses ambitions. Ça aura été un matelas qu'on aura préparé pour que les Rwandais se reposent et qu'ils puissent atteindre ces objectifs, notamment celui de l'occupation de l'Est de la République démocratique du Congo. Et la France durcit le temps face à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Paris annonce la suspension des nouveaux projets d'aide au développement au Rwanda, accusé de soutenir la rébellion M23, une décision qui s'inscrit dans une série de mesures diplomatiques visant à faire pression sur Kigali. Le ministre délégué de la francophonie, Tani Mohamed Soalihi, a condamné cette suspension, rappelant la condamnation française de l'offensive du M23 et des présences rwandaises en RDC. Pas plus tard que hier, une députée française a condamné l'insuffisance des initiatives prises par la France dans ce conflit. Benjamin Moudiata revient ici sur le propos de la députée Clémence Guettet. Clémence Guettet, députée de la France insoumise, a pris la parole pour interpeller son gouvernement sur son silence face à l'agression qu'est subie la RDC. Dans son intervention, elle s'est interrogée. Pourquoi la France n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda, comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi la France n'a-t-elle pas pris des sanctions économiques contre le Rwanda, alors que sachant son implication directe dans la guerre au Congo? Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Joignons sa voix à plusieurs occidentaux qui comprennent que l'Occident reste complice car inactif. L'élu de la France insoumise a rappelé que depuis la Seconde Guerre mondiale, aucun conflit n'a été aussi meurtrier que celui qui ravage l'Est de la RDC depuis près de 3 décennies. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. Cette prise de parole met en lumière la complicité silencieuse de la France et d'autres puissances occidentales face à cette invasion. D'après plusieurs analyses, Paris, déjà affaibli par son éviction, des pays du Sahel peinent à redorer son image sur les continents africains. Son inaction face à la crise congolaise pourrait lui faire perdre définitivement la RDC, un pays stratégique où la colère populaire contre l'Occident ne cesse de monter.
Parlons à présent de l'incident du 28 janvier dernier à Kinshasa. Le siège du PPRD Funa a été vandalisé, pillé et vidé, constat fait mercredi par le secrétaire permanent du PPRD Ramazani Chadari, qui promet que ce siège sera bientôt réhabilité. Ramazani Chadari a appelé par ailleurs les militants à la vigilance. C'est une visite de réconfort et d'inspection qu'a effectué le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le professeur Dr Emmanuel Ramazani Chadari, au siège provincial du PPRD. Situé sur l'avenue Sendoué, le siège provincial du parti porte-étendard a été victime d'actes de vandalisme le 28 janvier dernier lors des violentes manifestations des colères contre l'agression rwandaise. La grille et porte en vitre à l'entrée principale du bâtiment du SACIV est détruite. 6 portes de bureaux en vitre détruites. 22 chaises de bureaux emportées. 6 tables de bureaux grand format emportées. 7 tables de bureaux petit format emportées. 4 tables métalliques grand format emportées. 5 armoires de bureaux emportées. Des étagères détruites. 90 chaises VIP de couleur rouge emportées. Monaki bakuruna obayaki awa. Et mingi bilongi bakuruna wana mingi eyebani. Mais ti lelo toyoki ba annoncer te ba dégâts o esalamaki awa. Mais biso to bato ya paix. Omoni mokonzi na biso aye azana mawana pasi na kanda. Après avoir constaté les dégâts, le secrétaire permanent du PPRD a appelé au calme. Je vous demande de rester vigilants, rester debout. Nous sommes un parti politique républicain. Notre ambition, c'est celui de reconquérir le pouvoir par la voie des urnes en 2028. Les activités reprendront au PPRD Funa dans les tout prochains jours après les travaux de réhabilitation. En économie, bonne nouvelle pour la population du Kassai oriental avec la récolte de 300 hectares de maïs du site agricole de Nkwadi, ce grâce au financement du ministère de l'économie nationale lors du passage de Daniel Mukoko Samba sur ce site, se situant à une trentaine de kilomètres de Mbujimaï en octobre dernier. Le maïs sera transformé et vendu à moindre coût, des assurances de la ministre provinciale de l'agriculture du Kassai oriental qui a lancé cette récolte en présence du gouverneur. Décidé à résorber la crise de maïs qui a souvent frappé l'espace Grand Kassai, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a, lors de son passage en octobre dernier dans l'espace Grand Kassai, répondu favorablement à la demande de financement lui soumise par la ministre provinciale de l'agriculture du Kassai oriental pour accroître la production des maïs au parc agricole de Nkwadi. C'est ainsi, au lieu de 100 hectares comme prévu au départ, grâce à l'appui financier du ministère de l'économie nationale, le projet est passé à 300 hectares. La première récolte a été lancée le 1er mars dernier en présence de Jean-Paul Mbouembois, gouverneur du Kassai oriental, et de Chantal Moulanga, ministre provincial de l'agriculture. Le souci de notre pépin est de rendre l'alimentation possible à toute la population. C'est ainsi ce maïs récolté. Notre souci est que ça soit transformé en farine pour permettre à tout le monde d'avoir accès à cette farine. Pour sa part, Michel Ndengoli, l'ingénieur agronome et expert en ressources naturelles au ministère de l'économie nationale, a souligné qu'au-delà des circonstances d'ordre climatique, le rendement était bon avec une moyenne de 4 tonnes par hectare. Quant à ce qui concerne le rendement de la culture du maïs que nous avons visité, nous avons constaté, et après avoir visité différentes parcelles où l'exploitation est en cours, le rendement est assez bon. Grâce à cette politique imprimée par Daniel Mukoko Samba, cette année, l'espace Kassai n'a pas connu une crise de maïs, une denrée alimentaire précieuse dans cette partie du pays. Au ministère du Commerce extérieur, le ministre Julien Paluku a eu une réunion stratégique avec les responsables de la banque Equity BCDC sur la création d'un fonds pour faciliter les exportations en République démocratique du Congo. Pour faciliter les exportations en République démocratique du Congo,
Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, mobilise les partenaires pour accompagner le gouvernement dans la création d'un fonds pour appuyer les exportateurs. Au cours d'une réunion stratégique à Kinshasa, Equity BCDC, par l'entremise de son directeur général adjoint commercial, Hugues Effolé, a rassuré le ministre du Commerce extérieur qu'elle va appuyer le financement des exportations dans son nouveau programme. Nous sommes d'abord, prime abord, nous comme la seule banque au fait de l'État, car l'État congolais détient 12% des shares au niveau d'Equity. Nous avons des programmes dans différents secteurs et l'agriculture représente 35% de notre focus et les exportateurs, justement, sont en fait notre cible. Nous pensons que le moment est arrivé aujourd'hui de vraiment montrer, pas simplement par des paroles, mais par des actions concrètes, capaciter les exportateurs congolais au marché international. Mais je pense que d'ici vendredi, nous aurons des discussions préliminaires. Pour le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, la création d'un fonds pour faciliter les exportations va permettre aux exportateurs de bien tirer profit de facilités qu'offre la GOA, qui est une loi américaine qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne éligibles d'exporter la plupart de leurs produits aux États-Unis d'Amérique sans droit de douane et de l'accord commercial qu'il a signé dernièrement à Beijing avec le ministre chinois du Commerce extérieur, qui permet également aux produits congolais d'entrer en Chine sans paiement de droits de douane. Et aujourd'hui, les négociations se poursuivent avec l'Union européenne pour obtenir ces mêmes avantages. Véritable ouf de soulagement pour les petits commerçants transfrontaliers congolais. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, et son collègue des Finances, Doudou Fwamba Likundeli Botaï, vient de signer un arrêt interministériel portant mise en œuvre du régime commercial simplifié RECOS au niveau des frontières de la République démocratique du Congo avec ses pays voisins, membres du marché commun pour Afrique orientale et australe COMESA. La déclaration douanière simplifiée, la liste commune et harmonisée des produits éligibles au RECOS, le certificat d'origine simplifié et les factures pour les produits manufacturés figurant sur la liste commune et les certificats phytosanitaires pour les produits crus constituent les instruments à utiliser dans le cadre de ce régime commercial simplifié du COMESA. Et de son côté, le ministre du portefeuille poursuit la campagne de mobilisation des Congolaises et Congolaises contre l'agression rwandaise. Le week-end dernier, Jean-Lucien Boussa a été chaleureusement accueilli à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, où il a tenu un grand meeting populaire. Le ministre du portefeuille de l'État poursuit sa campagne de mobilisation des Congolaises et Congolais contre l'agression rwandaise. Reçu chaleureusement en Mbandaka, Jean-Lucien Boussa a tenu un grand meeting populaire devant une marée humaine. Ses membres du gouvernement suminois dit venir comme émissaire du chef de l'État Félix Tshisekedi, avec un message auquel il appelle les Congolais à l'unité, mais l'appelle également à l'enrôlement dans l'armée. Ebongi biso baso to sangana poto tia munguna wana libanda libela na libela eza boite etina mokonzi ezali boye mwana Kongo moko te akotikela munguna wana esika na mboka na biso. Après Mbandaka, c'était l'étape de Makanza. Ces derniers a appelé la population à rester solidaire avec les présidents de la République afin de neutraliser l'agresseur. Le Kolela était la troisième étape de Jean-Lucien Boussa où il a insisté sur la cohésion nationale et l'enrôlement également dans l'armée. Les Congo restera un et indivisible. Jean-Lucien Boussa appelle la population du Grand Équateur à la vigilance et à l'éveil afin de combattre l'agresseur congolais Paul Kagame.
Et pour terminer, Christophe Boulou, désormais membre du directoire de l'Union Sacrée, l'Équateur renouvelle l'espoir du développement. Ils étaient aujourd'hui dans une manifestation de joie et ont livré leur lecture de la situation. Vraiment, nous sommes venus ici pour remercier le chef de l'État pour avoir choisi un des nôtres, celui qui est le député national de Bikoro, choisi au directoire de l'Union Sacrée. C'est pour cela que nous remercions sincèrement le chef de l'État pour le choix judiciaire qu'il a porté pour notre frère Boulou. Boulou représente la province entière de l'Équateur. Comme vous nous voyez ici, c'est-à-dire nous sommes réunis, les 7 territoires de l'Équateur sont réunis ici pour remercier le chef de ce qu'il a fait, le choix judiciaire qu'il a fait à M. Boulou. Exactement, c'est un homme honnête et nous demanderons au chef de l'État de l'écouter et il va voir comment il va transformer la vision de l'Équateur. C'est-à-dire, pour décoller l'Équateur, nous devons être unis. Comme Boulou est choisi, nous demandons à tous les ressortissants d'être derrière lui pour qu'on puisse décoller notre province. Parce que lui, c'est notre intercesseur auprès du chef de l'État et il va amener tout ce que nous avons besoin à l'Équateur. Il va demander au chef de l'État de nous donner les moyens pour que notre province décolle. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Sommet extraordinaire de la SADC, les pays d'Afrique australe mettent fin au mandat de leur mission militaire dans l'est de la RDC. Une décision qui intervient quelques jours avant les négociations annoncées par l'Angola entre les différentes parties au conflit. La médiation angolaise continue sa démarche de mettre sur la même table le M23 et le gouvernement congolais. Une date a même été avancée. Ce sera ce 18 mars que les 2 délégations vont se rencontrer. Dialogue pour quelle issue et sur quelle matière? Vous avez suivi notre réflexion dans ce journal. La France tape du poing sur la table. Plus de nouveaux projets d'aide au développement pour le Rwanda. Malgré cela, des voix s'élèvent pour crier à l'insuffisance des initiatives prises par la France dans le conflit RDC-Rwanda. Ce journal est terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Inico Cash.